On est de retour, on continue de parler du Nigeria avec l'accord de libre-échange continental. Nous accueillons sur le plateau Dominique Alizio, directeur de publication de Chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir mon ami Germain. Bonsoir. Le conseiller honorable. Les conseillers n'ont pas de nom, c'est honorable pour les députés. Non, les sénateurs, je pense que c'est vénérable. Hein? Non. Les sénateurs, ils ont un nom là. Non, je voulais dire à mon ami Dominique que c'est les autorités qui proclament les résultats. Donc, à partir de, vous n'avez pas de résultats officiels. Donc vous D'accord. Je rappelle qu'ils ne sont pas payés. Voilà. Oui, bien sûr. Vous pouvez négocier pour prendre la mairie ou la réunion. Oui, il y a des perdièmes pour les réunions. Bon, c'est vrai que c'est pas unifié. C'est pas unifié. On va revenir à ça. On va parler d'abord du Nigeria, l'accord de libre-échange. Alors, comme Imayaba, vous vouliez prendre la parole? Et Dominique le disait, Germain le disait tout tantôt. Je crois que beaucoup de questions vont se poser par rapport les accords entre États, les États qui ont signé des accords avec les anciennes métropoles. Les questions se posent. Parce que vous savez que, je parle de... C'est surtout des accords de préférence, hein, c'est-à-dire ici, je ne sais pas moi, entre la France et l'Allemagne, il y a tel produit, vous devez préférer la France à l'Allemagne. C'est ce genre d'accord. C'est des accords imposés, ce n'est même pas c'est des accords imposés. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas engager des débats. Oui, si vous ne passez pas par... Justement. Et donc, vous voyez que même l'Union européenne aujourd'hui favorise les pays pauvres endettés. Ces accords, tout ça là, que deviendront ces accords? Donc, beaucoup de questions. Mais je ne pense pas que ça va être fortuit. Les gens vont réfléchir de manière à ce que... Et il y ait toujours cette concordance entre les États, enfin, la métropole, comme on le dit, et puis les États africains dans son ensemble, puisque ça va devenir une seule entité. Pour parler de l'échange, enfin de la zone de libre-échange, c'est-à-dire que ce que le Togo produit ou ce que le Togo amène dans notre pays doit être connu et que ça soit fixé de manière à ce que ça respecte les règles prédéfinies, enfin définies par cette zone-là. Alors Dominique, cet accord de libre-échange continental, le Nigeria accepte enfin de signer, de rejoindre la ZLEC. Est-ce que c'est de bonne guerre? En fait, le Nigeria était un acteur majeur dans l'élaboration de cet accord. Et bizarrement, à la fin, quand il fallait signer, le Nigeria se rétracte. Selon certaines informations, c'est les grandes entreprises nigériennes, les grands patrons, qui ont demandé ou exigé au président de s'abstenir que ça risque de fragiliser leur entreprise. Or, je ne crois pas que ça soit vraiment le cas. Parce que vous savez, vous vous rappelez que non... chaque fois, nous voyons des camions de Dangote qui inondent le marché togolais avec du ciment. Mais s'il n'y a pas libre-échange entre les États de la CEDEAO, ce n'était pas possible. Parce que le Togo ou bien les États de l'UOMOA qui avaient déjà cette facilité pouvaient bloquer ou bien pouvaient augmenter ou bien mettre des barrières tarifaires très élevées, ce qui empêche. Or, ce ciment que le Dangote venait vendre au Togo, c'était également pour avoir le CFA, qui est une monnaie convertible, et doper l'économie nigérienne, puisque entre-temps, ils étaient en situation de récession. Donc, aujourd'hui, le Nigeria trouve qu'il faut signer et laisser la compétitivité prendre le pas sur les échanges commerciaux, parce que, vous savez, l'Union européenne l'a expérimenté et ça marche. Et pourquoi pas l'Afrique? Et là où les Africains doivent commencer et doivent essayer de revoir leur stratégie, ne serait-ce que la libre circulation des personnes. Après, des biens. Parce qu'aujourd'hui, pour aller au Ghana, des passeports, tu donnes, on te dit, tu paies 1000 francs, on te demande ta carte de vaccination. Alors que tu prends l'avion, tu arrives en Europe, personne ne te regarde, personne n'exige de toi une quelconque carte de vaccination. Bon, voilà des barrières qui bloquent même les citoyens de circuler entre États. Alors qu'en Europe, vous quittez la Belgique pour aller en Allemagne, en France ou en Hollande. Si on ne vous indique pas que là-bas, là, il y avait une frontière, ceux qui connaissaient, sinon tu ne le sauras même pas. Parce qu'il n'y a aucun policier, aucun gendarme, rien. Vous circulez comme si vous quittez Lomé pour aller à Tchévier. Donc je crois que
les États africains doivent commencer par là. Faciliter la libre circulation des personnes. Je vous dis que vous quittez Lomé pour aller à Accra la nuit, les différents barrages qu'il y a sur la route, mais c'est dégueulasse. Mais on dirait que vous êtes dans un autre monde, ou bien vous avez quitté un continent pour aller dans un autre continent. Il faut vraiment, véritablement, que les Africains commencent par là et que après viendra la vraie libre circulation des marchandises, puisque ça permet une fluidité, une circulation, et ça permet même aux États, aux entrepreneurs de ces États de se lancer dans la vraie concurrence. Et je crois que c'est ça qui peut apporter la richesse et des emplois aux Africains, au lieu de rester là, à bloquer tout avec des tarifs douaniers très élevés et vraiment très insupportables. Quand même, Germain, si on veut parler peut-être en français facile, la zone de libre-échange continentale, c'est-à-dire si elle doit être véritablement appliquée, il ne doit plus y avoir de barrières. Il ne doit pas avoir de barrières. D'abord, c'est pour cela que tout à l'heure, je vous parlais des expériences au niveau de la sous-région. Normalement, si on avait résolu la problématique que pose mon ami, on aurait pu avancer. Vous voyez, donc déjà, ce que dit mon frère Dominique est déjà un grand problème dans notre désir de booster l'Afrique économiquement. Et je vais vous donner par exemple, pour que peut-être les gens comprennent. Vous savez, c'est une très bonne chose d'idée. Vous savez, même notre compatriote, le chanteur Paul Marley, je crois qu'il avait dit il faut que les Africains s'unissent, l'Afrique Unite. Voilà. Et donc, cette idée de l'unicité de l'Afrique a été au niveau des pères des indépendances. Aujourd'hui, quand on prend le cas, par exemple, du Togo, moi, je suis heureux, par exemple, que nous puissions nous mettre ensemble. Mais quand je sais que dans mon pays, le port, un poumon de l'économie togolaise, a été rétrocédé, par exemple, pour une génération. Je me demande, bon, mais moi, en Togolais, bientôt, on va être dans le grand concert africain économiquement. Comment je peux... Quel est mon apport lorsque j'ai rétrocédé le port, ça fait 25 ans, à un Français, par exemple? C'est une question que je me pose. Avec quoi, moi, je vais peser? C'est des choses comme ça. Or, nous disons que cet accord-là devra... C'est d'abord pour les Africains. C'est-à-dire que la libre-échange, c'est entre les Africains. Ça doit doper l'économie des Africains. Mais si vous voulez économiquement vous élever, alors que par anticipation, vous avez les autres puissances qui tiennent les poumons de vos économies. Mais ça aussi, c'est une barrière, c'est une problématique qu'il faut trouver une solution. Donc, sinon, aujourd'hui, c'est important, comme on l'a dit, l'Union européenne, mais les autres pays, les États aux États-Unis, les États américains, c'est comme ça. L'alénage. Oui, mais alors donc, pourquoi nous ne pouvons pas y arriver? Qu'est-ce qui s'est fait jusqu'à présent notre nom? Si aujourd'hui nous avons une décision, nos chefs d'État décident que nous puissions avancer, ces écueils-là, on fait comment pour avancer? Parce que c'est ça, moi je continue. Mais ne serait-ce que lorsque vous voulez aller au Gabon, vous n'avez pas de visa, vous arrivez, on risque de vous matin. Mais c'est grave, quoi. Quand même. Mais c'est fou. Et puis, il y a aussi un problème qu'il ne faut pas perdre de vue. Vous savez, le pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, après, peut-être, c'est l'inquiétude, moi-même, je suis en train de voir devant, parce que demain, quand on va se mettre ensemble, quand les États africains vont se mettre ensemble pour signer tout cet accord et le mettre en application, peut-être ces États, ces géants vont poser leur diktat, parce que, économiquement, c'est eux d'abord. Puisque la question se pose, quel est le bénéfice qui sera réservé aux pays qui n'ont pas de matières premières, enfin, qui n'ont pas de matières premières, et qui n'ont pas accès à la mer. C'est ça. Donc, vous avez compris. C'est-à-dire que si demain le Burkina est engagé, et que le Burkina veut venir prendre, je sais, 200 000 voitures, c'est difficile. On dit non, il faut aller signer l'accord avec... Ce n'est pas les Togolais, on dit. Alors que c'est les Togolais, les Africains, on dit non, mais c'est le port des Togolais, c'est les Français qui doivent vous... Donc c'est cette situation qui est... Je crois qu'il ne faut pas faire amalgame. Ah non. La douane appartient aux États. Et que... Maintenant, c'est la manutention qui a été cédée là au port. Le port également appartient aux États. C'est la manutention qui a été cédée aux grands multinationales, Et ça, c'est sous la pression de la Banque mondiale, du FMI. Parce que je me dis, l'argent que Bolloré a décaissé pour faire le 3e quai, mais le Togo pouvait faire un prêt à cet effet et réaliser cet ouvrage géant qui peut rapporter abondamment. Mais les
dit la Banque mondiale et le FMI qui, actuellement, ils exigent qu'on vende nos banques. Nos banques sont en train d'être vendues. Et ça veut dire que l'État togolais risque de ne même pas avoir une banque souveraine. Ou aussi, en cas de qu'est-ce qu'il y a, il peut s'appuyer. On dit non, vendez tout. C'est ça, malheureusement. On te coince, on te dit non. C'est pourquoi je salue la dynamique du président ghanéen qui a dit je ne veux plus du FMI. Ça, il faut le dire. Oui, il faut que si. En fait, au lieu qu'il joue en solo, si toute l'Afrique, où la CEDEAO disait, le FMI et la Banque mondiale, on n'en veut plus. Nous-mêmes, nous avons. Quand vous avez un ancien gouverneur, un ancien président du FMI, président d'un pays de la CEDEAO, c'est pas demain qu'il va dire ça. Non, et puis le système anglais est différent. Tant qu'on ne peut pas comparer le système ghanéen. Attention, le FMI, c'est eux qui font des perfusions parfois douloureuses aux économies de tous ces États. Tu peux être anglophone, francophone, lusophone, quoi. Ils sont toujours là. C'est pourquoi d'ailleurs l'un des pays qui est combattu par le FMI, c'est la Guinée-Équatoriale, qui a dit depuis que bon, c'est bon, vos prêts, je n'en veux plus, et depuis, tout ce qui est l'histoire de mettre en place la commission de bien mal acquis, c'est lui qui est beaucoup plus. Donc vous comprenez aisément pourquoi est-ce que le Nigeria a pris le recul. Ce n'est pas forcément. Non, ce n'est pas seulement leur industriel, comme vous dites. Non. Quand le Nigeria veut peser et qu'il sait que son camarade togolais a la corde au cou. Ouais, mais c'est réel. Mais voilà. Donc lui, il veut échanger avec. Et puis ils sont les premiers à avoir même initié la CEDEAO. Maintenant, lui, il est plus ou moins libre. Mais son camarade togolais, c'est ce que je dis, ils sont les premiers, le Togo. Le Nigeria a avoir initié ça. Et donc aujourd'hui, il va son homologue togolais la corde au cou. Qui a la volonté d'avoir. Donc ça aussi, ce sont des choses. On fait comment, mon cher collègue togolais? Quand vous avez la corde au cou avec les gens là, comment nous pouvons évoluer? Donc c'est demain. Et ils sont aussi également sous la prévision du FMI de la Banque mondiale. Donc tu sais, le problème c'est que économiquement ils sont forts. Alors qu'économiquement, normalement, le Nigeria pouvait s'en sortir parce que le Nigeria produit 2 millions de tonnes par jour. C'est beaucoup, c'est énorme. Avec une gestion rigoureuse, moins de corruption et autres, le Nigeria pouvait s'en sortir. Mais malheureusement... D'accord. Non, on doit... Nous allons aller au second sujet, la Libye. Au moins 44 migrants ont été tués et une centaine de blessés dans un bombardement aérien contre leur centre de détention en Libye. Un drame qui a provoqué mercredi un tollé international, mais que le Conseil de sécurité n'a pas condamné unanimement. Les États-Unis ont empêché l'adoption par le Conseil de sécurité réuni en urgence mercredi d'une condamnation unanime sur cette attaque meurtrière au terme de plus de 2 heures de réunion selon les diplomates. La frappe menée mardi tard à Tajoura a été attribuée par le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli aux forces rivales du maréchal Khalifa Haftar engagé dans une offensive pour s'emparer de la capitale d'un pays plongé dans le chaos depuis 2011. Dominique Alizou, le maréchal Haftar... Est-ce qu'on devait dire que quand ces troupes aéroportées frappent une base où il y a des migrants, c'est par simple erreur ou bien c'est savamment préparé? En réalité, je ne crois pas que le maréchal Haftar puisse bombarder les pauvres immigrés qui sont stationnés, engloutinés quelque part dans des conditions compliquées. Quel intérêt? Mais par contre, moi, je vois celui qui tire profit de cette situation, c'est le gouvernement d'union nationale. Puisque ça, il brandit comme un trophée de guerre. Mais regardez comment le maréchal Haftar vient bombarder même les Africains. Alors, c'est en cela que je dis, il faut vraiment une enquête. Pour être sûr que c'est les avions du général Haftar ou c'est leur propre... Eux aussi sont des avions. Oui. Le comble, c'est les mêmes avions de Kadhafi avec le même arsenal. Donc, et le matériel utilisé peut être le même matériel on peut retrouver ça dans l'armée du gouvernement d'union nationale comme également chez le général Haftar. Maintenant, si vraiment le gouvernement d'union nationale était sérieux, pourquoi laisser ce camp-là au milieu des camps militaires? Parce qu'il y a des zones militaires à côté. Normalement, moi je trouve, à mon humble avis, que c'est un bouclier humain qui ne dit pas son nom. Pour dire que, voilà, il y a des immigrés là-bas. Si vous tirez, en tout cas, la communauté internationale, sinon, depuis, on aurait pu déplacer. Ce camp-là, je crois qu'il y a une mission de ACR qui a recommandé qu'on déplace ce camp-là de ce lieu à un endroit plus sécurisé. Mais ils l'ont laissé.
Donc, il est possible également que le bombardement du général, un des avions ait fait une erreur, c'est également possible, mais c'est aussi plausible que ce soit un tir venant même du gouvernement pour montrer aux yeux du monde entier que le général Haftar, c'est un criminel, il a tué des immigrés, il a tué des Africains. Bon, voilà comment moi j'analyse, je vois la chose. Alors, la thèse du complot ici, en tout cas le porte-parole des forces pro-Haftar, Ahmad Al-Masmari, a démenti toute implication, accusant en retour le GNA de fomenter un complot pour le faire endosser la responsabilité du carnage. Oui, il a apporté un démenti. Alors, quitte au gouvernement d'Union nationale de trouver ou de donner des vraies preuves qui attestent que c'est le gouvernement Haftar qui est à l'origine de ce carnage. Donc, aujourd'hui, et comme le Dominique venait de le dire, moi, je ne vois pas même le problème dans ce sens. Pourquoi est-ce que c'est en Libye qu'il faut d'abord ramener, comment le dire, les migrants. Un pays où l'instabilité de haut de taille, un pays où depuis la chute de Kadhafi, depuis 2011, on a vu la Libye déchirée entre elles par des forces protagonistes. Aujourd'hui, le gouvernement Haftar est en train de prendre l'offensive pour prendre Tripoli. Donc, vous savez que déjà, quand il y a une situation comme ça et qu'on met peut-être un groupe de migrants dans une localité proche, les gens vont se servir de ça pour se faire des noms. C'est ce qui est en train de se passer. Moi, je suis en train de voir que, quoi qu'on dise aujourd'hui, l'instabilité est grandissante au niveau en Libye et que la présence de ces migrants en Libye même constitue pour moi un danger permanent. Parce que, tenez-vous bien, avec le maréchal Haftar, et les pro-Haftar sont en train de donner des démentis. Pour le moment, le gouvernement d'Union n'a pas encore réagi par rapport à cela. Non, ils sont dans l'accusation. Ils sont dans l'accusation. L'autre d'avoir bombardé les immigrés. Maintenant, quitte au gouvernement d'Union nationale de voir clair si effectivement ce qu'elle a brandi comme preuve, enfin, cette accusation qu'elle porte sur le camp adverse, je parle du camp Haftar, est avérée. Mais il faut d'abord, même les instances internationales ont demandé qu'une enquête soit élucidée, enfin, soit diligentée pour qu'on puisse élucider ou situer les responsabilités. Parce que c'est un carnage. Moi-même, le mimétisme, le fait que même les États-Unis aient imposé ou aient bloqué une condamnation unanime, moi, je n'ai pas compris la réaction. Vous savez que c'est la guerre des puissances. En Libye, c'est la guerre des puissances. Vous voyez, Haftar est soutenu par l'Égypte et puis les États-Unis et puis les Arabes Émirats. La France. Donc, de l'autre côté, donc c'est les puissances qui sont derrière ce jeu. Ça va se servir et aujourd'hui vont tirer profit. Qui sait, parce que après il tire profit déjà, parce que le pétrole est toujours pompé, justement. Donc ce n'est pas gratuit, en fait. Jamais, finalement, dans le tableau libyen, on est en train de se perdre là, parce que on ne comprend plus pourquoi on se bat. Vous savez, il y a un adage africain chez nous, je crois que Feu Général Yassimi Yadema aimait, qui dit lorsque vous êtes en famille, vous divisez, c'est un sûrement que l'ennemi. C'est un film. On a vu même l'hymne qui était à l'époque. Si nous sommes divisés, l'ennemi. C'est lui qui a précédé, qui est ramené. C'est de nos aïeux. D'accord. Alors, vous savez, tout à l'heure, vous venez, j'ai écouté les frères. Vous savez qu'on dit c'est Haftar, on dit c'est les gens du gouvernement. Mais la réflexion doit aller aussi plus loin. Parce que, oui, ça peut ne pas être, ça peut être Haftar, ça peut ne pas être Haftar, ça peut être le gouvernement, ça peut ne pas être. Mais le troisième larron, qui a intérêt que les deux frères continuent pas à se battre. C'est-à-dire que, on sait aujourd'hui que les deux protagonistes, c'est Haftar et puis le gouvernement d'Union nationale. Ben, si moi je suis un troisième larron et que je veux davantage vendre mes armes, tout ça, ben je peux bombarder. Je sais que on ne m'accusera pas. On va davantage les accuser, les deux frères. C'est pour cela que nous, en tant qu'Africains, nous puissions. Parce que Haftar dit, lui, ne l'a pas fait. Et Dominique l'a dit, quel intérêt il a? Quel intérêt le gouvernement d'Union nationale a bombardé? Et je sachant bien que si on découvrirait, on les condamnerait. Qui a intérêt à ce qu'il y ait le désordre? Pourquoi les immigrés
les migrants ont été maintenus, sachant bien que c'était une zone dangereuse. Quel est le plan qui était derrière? Donc c'est pour cela que quand il y a une... Et puis c'est pas la première fois que ce camp est frappé. Voilà. Alors donc aujourd'hui, ils ont été frappés. Voilà. Voilà. Donc vous venez de dire tout à l'heure que nous l'avions... Parce que le maréchal Haftar... Mais quand même, tout le monde sait qu'il a travaillé avec l'extraction. Pendant Kadhafi, c'est à un moment donné qu'il s'est... C'est le fils même de... Il s'est élevé. Où est-ce qu'il a trouvé autant de moyens, tout ça là? On savait très bien qu'il doit être soutenu. Et nous savons aujourd'hui que le gouvernement de l'Union européenne, ils sont divisés. Mais les Occidentaux, comme on a dit, sont derrière. Voilà. Parce que nous, les Africains, à un moment donné, nous devons être courageux et nous regarder en face, nous poser la question, ce qui se passe en Libye. Quel chef d'État africain ça honore aujourd'hui? Est-ce que l'Africain même est fier de voir ce qui se passe en Libye? Voilà. Donc aujourd'hui, la médiation, il faut que les gens comprennent que nous avons intérêt à mettre les deux protagonistes là ensemble. C'est notre défi. Parce que aussi longtemps qu'on va toujours penser, on dit non, l'ONU n'a qu'à venir intervenir. On n'a qu'à venir déplacer tout ça là. Eux, c'est leur intérêt. C'est là où il y a le désordre. C'est là-bas qu'ils tirent. Parce que souvenez-vous de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, rapidement pour passer, vous savez, Laurent Gbagbo, il y avait eu le cas où un jeune homme, une dame était couchée, qu'on avait tiré sur elle, tout ça là. C'était maquillé, tout ça là. Et beaucoup plus tard, vous voyez autant de choses. Mais en RDC, tout ce qui s'est passé pour qu'on continue par prendre du cobalt, tout ça là. Et donc, aujourd'hui, en Libye, nous savons que la Libye, c'est le pétrole. Mais ce sont des ressources africaines. Maintenant que nous voulons nous mettre ensemble économiquement pour nous élever, est-ce que ça plaît vraiment aux gens qui sont en vérité? Donc il ne faut pas seulement voir que c'est les protagonistes qui peuvent jeter la bombe, mais il peut y avoir un troisième larron. Donc seuls les yeux ouverts peuvent nous amener à savoir que le troisième larron peut avoir intérêt à ce qu'on le troisième larron, je peux faire également un petit clin d'œil vers les djihadistes. Parce qu'ils sont également dans la zone. Il y a Al-Qaïda, il y a ils sont là, il y a des groupuscules de djihadistes qui pilulent dans ce... Et surtout, le gouvernement d'Union nationale, c'est que les gens ne le disent pas tellement fort, est soutenu par des réseaux djihadistes également. C'est d'ailleurs pourquoi les Occidentaux sont beaucoup plus derrière le maréchal Haftar que lui. Parce qu'il dit, et d'ailleurs ceux qui tiennent même Tripoli, c'est des milices islamistes un peu proches des réseaux un peu djihadistes. Et donc, eux, ils se disent que bon, il vaut mieux se débarrasser de ce gouvernement et ses miliciens et avoir une rien parce que, bon, vous savez, parfois certains programmes terroristes sont concoctés depuis la Libye pour aller en Occident. Ça veut dire que la Libye est stable, l'Occident également paix. Mais malheureusement, l'Occident, c'est les pauvres. Les malheureux, les gens innocents qui, bon, tu es sorti pour aller prendre une bière quelque part, et puis bon, quelqu'un vient s'exploser, tirer, dit Allah Akbar. Donc, au fait, malheureusement, les intérêts des grandes multinationales, eux, ils s'en foutent. Parce que je vous dis qu'au moment où nous sommes en train de parler, le pétrole est encore d'être vendu. Mais je ne comprends pas pourquoi depuis les États-Unis qui aiment vraiment décréter des embargos à tout va, mais ne décrète pas un embargo sur le pétrole libyen. Comment un avion peut-il décoller? Vous savez que le sol libyen est surveillé actuellement. Pas les Occidentaux. Même les États-Unis, ils savent ce qui se passe. Pour qu'un avion décolle sur le sol libyen, aller bombarder, les gens ont suivi. Ils savaient ce qui allait se passer. Donc, même si nous n'avons pas les moyens en Afrique, nous sommes loin d'être des cons. Ouais. Et donc, nous savons très bien que nous ne disons pas que nous, les Africains, nous n'avons pas notre faute. Mais ceux qui veulent que nous plongeons, ceux qui veulent que c'est là, les Africains, nous devons ouvrir les yeux pour savoir. Les Africains auraient pu empêcher Sarkozy de tuer Kadhafi. Voilà. Quand la menace était avérée, que quand Sarkozy était décidé à aller tuer Kadhafi, mais les chefs d'État africains auraient pu se lever comme un seul homme pour aller dire non, nous ne voulons pas ça, on n'est pas d'accord. Mais personne n'a osé soulever le petit doigt. À supposer que en quelques jours, tous nos chefs d'État allaient faire un sitting ou bien aller rester avec Kadhafi. Vous voulez tuer Kadhafi? Tuez-nous tous. Voilà, et puis c'est tout. Mais et puis moi je vois que le rôle fondamental même de l'Union africaine, devait se pencher. L'Union africaine devait se pencher sur ces genres de choses plutôt que de rester dans les accords. L'Union africaine qui est bien financée par les Occidentaux. Oui, on devait. Non, mais c'est ça. Ne serait-ce que ça. En fait, nous sommes incapables de financer notre c'est une question de
volonté. Non, Ce que nous non, sommes en train de c'est vraiment dire, dégueulasse. si l'Afrique veut faire réellement son développement, il va le faire. Elle va le faire. Elle va le faire. D'accord, on va marquer la Pas de souci. pause et on C'est pas revient être dans derrière, une dizaine de minutes pour continuer.